Histoire naturelle. Par Jules Renard, Bibliothèque de la Pléiade, édition Gallimard. Le chasseur d'images. Il saute du lit de bon matin, et ne part que si son esprit est net, son cœur pur, son corps léger comme un vêtement d'été. Il n'emporte point de provisions. Il boira l'air frais en route et reniflera les odeurs salubres. Il laisse ses armes à la maison et se contente d'ouvrir les yeux. Les yeux servent de filet où les images s'emprisonnent d'elles-mêmes. La première qu'il fait captive est celle du chemin qui montre ses os, cailloux polis, et ses ornières, veines crevées, entre deux et riches de prunelles et de mûres. Il prend ensuite l'image de la rivière. Elle blanchit au coude d'or sous la caresse des saules. Elle miroite quand un poisson tourne le ventre, comme si on jetait une pièce d'argent, et, dès que tombe une pluie fine, la rivière a la chair de poule. Il lève l'image des blés mobiles, des luzernes appétissantes et des prairies ourlées de ruisseaux. Il saisit au passage le vol d'une alouette ou d'un chardonneret. Puis il entre au bois. Il ne se savait pas doué de sens si délicat. Vite imprégné de parfum, il ne perd aucune sourde rumeur, et, pour qu'il communique avec les arbres, ses nerfs se lient aux nervures des feuilles. Bientôt, vibrant jusqu'au malaise, il perçoit trop, il fermente, il a peur, quitte le bois et suit de loin les paysans mouleurs regagnant le village. Dehors, il fixe un moment, au point que son œil éclate, le soleil qui se couche et dévait sur l'horizon ses lumineux habits, ses nuages répandus pêle-mêle. Enfin, rentré chez lui, la tête pleine, il éteint sa lampe et longuement, avant de s'endormir, il se plaît à compter ses images. Dociles, elles renaissent au gré du souvenir. Chacune d'elles en éveille une autre, et sans cesse leur troupe phosphorescente s'accroît de nouvelles venues, comme des perdrix poursuivis et divisés tout le jour chantent le soir, à l'abri du danger, et se rappellent au creux des sillons. La poule. Pattes jointes, elle saute du poulailler, dès qu'on lui ouvre la porte. C'est une poule commune, modestement parée qui ne pond jamais d'œufs d'or. Éblouie de lumière, elle fait quelques pas, indécise, dans la cour. Elle voit d'abord le tas de cendres où, chaque matin, elle a coutume de s'ébattre. Elle s'y roule, s'y trempe et, d'une vive agitation d'ailes, les plumes gonflées, elle secoue ses puces de la nuit. Puis elle va boire au plat creux que la dernière averse a rempli. Elle ne boit que de l'eau. Elle boit par petits coups et dresse le col, en équilibre sur le bord du plat. Ensuite elle cherche sa nourriture éparse. Les fines herbes sont à elle, et les insectes et les graines perdues. Elle pique, infatigable. De temps en temps, elle s'arrête. Droite sous son bonnet phrygien, l'œil vif, le jabot avantageux, elle écoute de l'une et de l'autre oreille. Et, sûre qu'il n'y a rien de neuf, elle se remet en quête. Elle lève ses pattes raides, comme ceux qui ont la goutte. Elle écarte les doigts et les pose avec précaution, sans bruit. On dirait qu'elle marche pieds nus. Coq. 1. Il n'a jamais chanté. Il n'a pas couché une nuit dans un poulailler, connu une seule poule. Il est en bois, avec une patte en fer au milieu du ventre, et il vit, depuis des années et des années, sur une vieille église comme on n'ose plus en bâtir. Elle ressemble à une grange et le fait de cette huile s'aligne aussi droit que le dos d'un bœuf. Or, voici que des maçons paraissent à l'autre bout de l'église. Le coq de bois les regarde, quand un brusque coup de vent le force à tourner le dos. Et, chaque fois qu'il se retourne, de nouvelles pierres lui bouchent un peu plus de son horizon. Bientôt, d'une saccade, levant la tête, il aperçoit, à la pointe du clocher qu'on vient de finir, un jeune coq qui n'était pas là ce matin. Cet étranger porte sa queue, ouvre le bec comme ceux qui chantent, et l'aile sur la hanche, tout bête en neuf, il éclate en plein soleil. D'abord les deux coqs luttent de mobilité. Mais le vieux coq de bois s'épuise vite et se rend. Sous son unique pied, la poutre menace ruine. Il penche, raidi, près de tomber. Il grince et s'arrête. Et voilà les charpentiers. Ils abattent ce coin vermoulu de l'église, descendent le coq et le promènent par le village. Chacun peut le toucher, moyennant cadeau. Ceux-ci donnent un œuf, ceux-là un sou, et Madame Loriot une pièce d'argent. Les charpentiers boivent de bons coups, et, après s'être disputé le coq, ils décident de le brûler. Lui ayant fait un nid de paille et de fagots, ils mettent le feu. Le coq de bois pétille clair et sa flamme monte au ciel qu'il a bien gagné. 2. Chaque matin, au saut du perchoir, le coq regarde si l'autre est toujours là, et l'autre y est toujours. Le coq peut se vanter d'avoir battu tous ses rivaux de la terre, mais l'autre, c'est le rival invincible, hors d'atteinte. Le coq jette cri sur cri, il appelle, il provoque, il menace, mais l'autre ne répond qu'à ses heures, et d'abord il ne répond pas. Le coq fait le beau, gonfle ses plumes, qui ne sont pas mal, celle-ci bleue, et celle-là argentée, mais l'autre, en plein azur, est éblouissant d'or. Le coq rassemble ses poules, et marche à leur tête. Voyez, elles sont à lui. Toutes l'aiment et toutes le craignent, mais l'autre est adoré des hirondelles. Le coq se prodigue.
Il pose, ça et là, ses virgules d'amour, et triomphe, d'un ton aigu, de petit rien. Mais justement l'autre se marie et carillonne à toute volée ses noces de village. Le coq jaloux monte sur ses ergots pour un combat suprême. Sa queue a l'air d'un pan de manteau que relève une épée. Il défie, le sang à la crête, tous les coqs du ciel. Mais l'autre, qui n'a pas peur de faire face au vent d'orage, joue en ce moment avec la brise et tourne le dos. Et le coq s'exaspère jusqu'à la fin du jour. Ses poules rentrent, une à une. Il y reste seul, enroué, vanné, dans la cour déjà sombre. Mais l'autre éclate encore au dernier feu du soleil, et chante, de sa voix pure, le pacifique angélus du soir. Canard. 1. C'est le cane qui va la première, boitant des deux pattes, barboté au trou qu'elle connaît. Le canard la suit. Les pointes de ses ailes croisées sur le dos, il boite aussi des deux pattes. Et canard marchent taciturnes comme à un rendez-vous d'affaires. La canne d'abord se laisse glisser dans le hautbois où flottent des plumes, défiantes, une feuille de vigne, et de la paille. Elle a presque disparu. Elle attend. Elle est prête. Et le canard entre à son tour. Il noie ses riches couleurs. On ne voit que sa tête verte et l'accroche-cœur du derrière. Tous deux se trouvent bien là. L'eau chauffe. Jamais on ne la vide et elle ne se renouvelle que les jours d'orage. Le canard, de son bec aplati, mordille et serre la nuque de la canne. Un instant il s'agite et l'eau est si épaisse qu'elle en frissonne à peine. Et vite calmée, plate, elle réfléchit, en noir, un coin de ciel pur. La canne et le canard ne bougent plus. Le soleil les cuit et les endort. On passerait près d'eux sans les remarquer. Ils ne se dénoncent que par les rares bulles d'air qui viennent crever sur l'eau croupie. 2. Devant la porte fermée, ils dorment tous deux, joints et posés à plat, comme la paire de sabots d'une voisine chez un malade. Dinde. 1. Elle se pavane au milieu de la cour, comme si elle vivait sous l'ancien régime. Les autres volailles ne font que manger toujours, n'importe quoi. Elle, entre ses repas réguliers, ne se préoccupe que d'avoir bel air. Toutes ses plumes sont empesées et les pointes de ses ailes et le sol, comme pour tracer la route qu'elle suit. C'est là qu'elle s'avance et non ailleurs. Elle se rengorge tant qu'elle ne voit jamais ses pattes. Elle ne doute de personne, et, dès que je m'approche, elle s'imagine que je veux lui rendre mes hommages. Déjà elle glougloute d'orgueil. Noble dinde, lui dis-je, si vous étiez une oie, j'écrirais votre éloge, comme le fit Buffon, avec une de vos plumes. Mais vous n'êtes qu'une dinde. J'ai de la vexeur, car le sang monte à sa tête. Des grappes de colère lui pendent au bec. Elle a une crise de rouge. Elle fit claquer d'un coup second l'éventail de sa queue et cette vieille chipie me tourne le dos. 2. Sur la route, voici encore le pensionnat des dindes. Chaque jour, quelque temps qu'il fasse, elle se promène. Elle ne craigne ni la pluie, personne ne se retrousse mieux qu'une dinde, ni le soleil, une dinde ne sort jamais sans son ombrelle. La pintate. C'est la bossue de ma cour. Elle ne rêve que plaie à cause de sa bosse. Les poules ne lui disent rien, brusquement, elle se précipite et les harcèle. Puis elle baisse sa tête, penche le corps, et de toute la vitesse de ses pattes maigres, elle court frapper, de son bec dur, juste au centre de la roue d'une dinde. Cette poseuse l'agaçait. Ainsi, la tête bleuie, ses barbillons à vif, cocardière, elle rage, du matin au soir. Elle se bat sans motif, peut-être parce qu'elle s'imagine toujours qu'on se moque de sa taille, de son crâne chauve et de sa queue basse. Et elle ne cesse de jeter un cri discordant qui perce l'air comme une pointe. Parfois elle quitte la cour et disparaît. Elle laisse aux volailles pacifiques un moment de répit. Mais elle revient plus turbulente et plus criarde. Et, frénétique, elle se vautre par terre. Qu'a-t-elle donc? La sournoise fait une farce. Elle est allée pondre son œuf à la campagne. Je peux le chercher si ça m'amuse. Elle se roule dans la poussière, comme une bossue. Loi. Tiennette voudra aller à Paris, comme les autres filles du village. Mais est-elle seulement capable de garder ses oies? À vrai dire, elle les suit plutôt qu'elle ne les mène. Elle tricote, machinale, derrière leur troupe, et elle s'en rapporte à Loi de Toulouse qui a la raison d'une grande personne. Loi de Toulouse connaît le chemin, les bonnes herbes, et l'heure où il faut rentrer. Si brave que le genre l'est moins, elle protège ses sœurs contre le mauvais chien. Son col vibre et serpente à ras de terre, puis se redresse, et elle domine Tiennette effarée. Dès que tout va bien, elle triomphe et chante du nez qu'elle sait grâce à qui l'ordre règne. Elle ne doute pas qu'elle ferait mieux encore. Et, un soir, elle quitte le pays. Elle s'éloigne sur la route, bec au vent, plume collée. Des femmes, qu'elle croise, n'osent l'arrêter. Elle marche vite à faire peur. Et pendant que Tiennette, restée là-bas, finit de s'abêtir, et, toute pareille aux oies, ne s'en distingue plus, Loi de Toulouse vient à Paris. Les pigeons. 1. Qu'ils fassent sur la maison un bruit de tambour voilé. Qu'ils sortent de l'ombre,
culbutent, éclatent au soleil et rentrent dans l'ombre. Que leur col fugitif vive et meure comme le pâle doigt. Qu'ils s'endorment, le soir, dans la forêt, si pressés que la plus haute branche du chêne menace de rompre sous cette charge de fruits peints. Que ces deux-là échangent des saluts frénétiques et brusquement, l'un à l'autre, se convulsent. Que celui-ci revienne d'exil, avec une lettre, et vole comme la pensée de notre amie lointaine. Ah! Un gage. Tous ces pigeons, qui d'abord amusent, finissent par ennuyer. Ils ne sauraient tenir en place et les voyages ne les forment point. Ils restent toute la vie un peu niais. Ils s'obstinent à croire qu'on fait les enfants par le bec. Et c'est insupportable à la longue, cette manie héréditaire d'avoir toujours dans la gorge quelque chose qui ne passe pas. 2. Les deux pigeons. Viens, mon grosse. Viens, mon grosse. Viens, mon grosse. Le pan. Il va sûrement se marier aujourd'hui. Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Il n'attendait que sa fiancée. Elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches présents d'usage. L'amour avive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre. La fiancée n'arrive pas. Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique. Léon. Léon. C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même point la tête. Elles sont lasses de l'admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d'être beau qu'il est incapable de rancune. Son mariage sera pour demain. Et, ne sachant que faire du reste de la journée, il se dirige vers le perron. Il gravit les marches, comme des marches de temple, d'un pas officiel. Il relève sa robe à queue toute lourde des yeux qui n'ont pu se détacher d'elle. Il répète une dernière fois la cérémonie. Le signe. Il glisse sur le bassin, comme un traîneau blanc, de nuage en nuage. Car il n'est fin que des nuages floconneux qu'il voit naître, bouger, et se perdre dans l'eau. C'est l'un d'eux qu'il désire. Il le visse du bec, et il plonge tout à coup son col vêtu de neige. Puis, tel un bras de femme sort d'une manche, il retire. Il n'a rien. Il regarde, les nuages effarouchés ont disparu. Il ne reste qu'un instant désabusé, car les nuages tardent peu à revenir, et, là-bas, où meurent les ondulations de l'eau, en voici un qui se reforme. Doucement, sur son léger coussin de plumes, le cygne rame et s'approche. Il s'épuise à pêcher de vains reflets, et peut-être qu'il mourra, victime de cette illusion, avant d'attraper un seul morceau de nuage. Mais qu'est-ce que je dis? Chaque fois qu'il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un verre. Il engraisse comme une oie. Le chien. On ne peut mettre Pointu dehors, par ce temps, et les gros sifflets du vent sous la porte l'obligent même à quitter le paillasson. Il cherche mieux et glisse sa bonne tête entre nos sièges. Mais nous nous penchons, serrés, coude à coude, sur le feu, et je donne une claque à Pointu. Mon père le repousse du pied. Maman lui dit des injures. Ma sœur lui offre un verre vide. Pointu éternue et va voir à la cuisine si nous y sommes. Puis il revient, force notre cercle, au risque d'être étranglé par les genoux, et le voilà dans un coin de la cheminée. Après avoir longtemps tourné sur place, il s'assied près du chenet et ne bouge plus. Il regarde ses maîtres d'un œil si doux qu'on le tolère. Seulement le chenet presque rouge et les cendres écartées lui brûlent derrière. Il y reste tout de même. On lui ouvre un passage. Allez, file. Es-tu bête? Mais il s'obstine. Alors il est dans des chiens perdus crissent de froid, Pointu, au chaud, poil roussi, fesses cuites, se retient de hurler et rit jaune, avec des larmes plein les yeux. Les chiens. Les deux chiens qui s'étaient pris, là-bas, de l'autre côté du canal, et que nous ne pouvions pas ne pas voir, Gloriette et moi, de notre banc, nous donnaient le spectacle d'un grotesque et douloureux collage dont la rupture s'éternise, quand arrive après deux coursols. Il ramenait ses moutons par le canal et porta sur l'épaule une bûche de bois qu'il avait ramassée en chemin pour se chauffer l'hiver. Dès qu'il s'aperçut que l'un des deux chiens était à lui, il le saisit par le collier et laissa d'abord tomber sa bûche, sans hâte, sur l'autre chien. Comme les deux bêtes ne se séparaient pas, Coursol, au milieu de ses moutons arrêtés, dut frapper plus fort. Le chien hurla sans pouvoir rompre. On entendit alors les coups de bûche résonner sur l'échine. Pauvre bête! Dit Gloriette pâle. Voilà, dis-je, comme on les traite au pays, et c'est étonnant que Coursol ne les jette pas au canal. L'eau agirait plus vite. Quelle brute! Dit Gloriette. Mais non. C'est Coursol, un brave homme paisible. Gloriette se retenait de crier. J'étais écœuré comme elle, mais j'avais l'habitude. Ordonne-lui de cesser. Dit Gloriette. Il est loin, il m'entendrait mal. Lève-toi. Fais-lui des signes. S'il me comprenait, il répondrait sans colère. Est-ce qu'on peut laisser des chiens dans cet état? Gloriette regardait, toute blanche, lèvres ouvertes,
et Coursol tapait toujours sur le chien courbaturé. Ça devient atroce. Veux-tu que je m'en aille? Dit Gloriette prise de pudeur. Tu pourras mieux te révolter contre ce misérable. J'allais répondre je ne sais quoi, quelque chose de ce genre. Ce n'est pas sur notre commune. Lorsqu'un dernier coup de bûche, qui pouvait les assommer, désunit les deux bêtes. Coursol, ayant agi comme il devait, poussa ses moutons vers le village. Les chiens, libres, restèrent quelques instants l'un près de l'autre. Ils tournaient, penauds, sur eux-mêmes, encore liés par le souvenir. Dédèche est mort. C'était le petit griffon de mademoiselle et nous l'aimions tous. Il connaissait l'art de se pelotonner n'importe où, et, même sur une table, il semblait dormir au creux d'un nid. Il avait compris que la caresse de sa langue nous devenait désagréable et il ne nous caressait plus qu'avec sa patte, sur la joue, finement. Il suffisait de se protéger l'œil. Il riait. On crut longtemps que c'était une façon d'éternuer, mais c'était bien à rire. Quoiqu'il n'eût pas de profond chagrin, il savait pleurer, c'est-à-dire grogner de la gorge, avec une goutte d'eau pure au coin des yeux. Il lui arrivait de se perdre, et de revenir à la maison tout seul, si intelligemment, qu'à nos cris de joie nous tâchions d'ajouter quelques marques d'estime. Sans doute, il ne parlait pas, malgré nos efforts. En vain, mademoiselle lui disait, « Si tu parlais donc un tout petit peu. » Il la regardait, frémissant, étonné comme elle. De la queue, il faisait bien les gestes, il ouvrait les mâchoires, mais sans aboyer. Il devinait que mademoiselle espérait mieux qu'un aboiement, et la parole était au cœur, près de monter à la langue et aux lèvres. Il aurait fini par la donner, il n'avait pas encore l'âge. Un soir sans lune, à la campagne, comme Dédèche se cherchait des amis au bord de la route, un gros chien, qu'on ne reconnut pas, sûrement de braconnier, happa cette fragile boule de soie, la secoua, la serra, la rejeta et s'enfuit. Ah! Si mademoiselle avait pu saisir ce chien féroce, le mordre à la gorge, le rouler et l'étouffer dans la poussière. Dédèche guérit de la blessure des crocs, mais il lui resta au rein une douloureuse faiblesse. Il se mit à pisser partout. Dehors, il pissait comme une pompe, tant qu'il pouvait, joyeux de nous délivrer d'un souci, et à peine rentré il ne se retenait déjà plus. Dès qu'on tournait le dos, il tournait le sien au pied d'un meuble, et mademoiselle jeta son cri d'alarme monotone, une éponge. De l'eau. Du soufre. On se mettait en colère, on grondait Dédèche d'une voix terrible, et on le bêtait avec des gestes violents qui ne le touchaient pas, son regard fin nous répondait, « Je sais bien, mais que faire ?» Il restait gentil et gracieux, mais parfois il se voûtait comme s'il avait sur l'échine les dents du chien de braconnier. Et puis son odeur finissait par inspirer des mots aux amis les moins spirituels. Le cœur même de mademoiselle allait durcir. Il fallut tuer Dédèche. C'est très simple, on fait une incision dans une bouchée de viande, on y met 2 poudres, une de cyanure de potassium, l'autre d'acide tartrique, on recoue avec du fil très fin. On donne une première boulette inoffensive, pour rire, puis la vraie. L'estomac digère et les 2 poudres, par réaction, forment de l'acide cyanhydrique ou prussique qui foudroie l'animal. Je ne veux plus me rappeler qui de nous administra les boulettes. Dédèche attend, couché, bien sage, dans sa corbeille. Et nous aussi nous attendons, nous écoutons de la pièce à côté, affalés sur des sièges, comme pris d'une immense fatigue. Un quart d'heure passe, une demi-heure. Quelqu'un dit doucement, je vais voir. Encore 5 minutes. Nos oreilles bourdonnent. Ne croirait-on pas qu'un chien hurle quelque part, au loin, le chien de braconnier? Enfin le plus courageux de nous disparaît et revient dire d'une voix qu'on ne lui connaissait pas, c'est fini. Mademoiselle laisse tomber sa tête sur le lit et sanglote. Elle cède aux sanglots, comme on a le fou rire, quand on ne voulait que rire. Elle répète, la figure dans l'oreiller, non, non, je ne boirai pas mon chocolat ce matin. À la maman qui lui parle de Marie, elle murmure qu'elle restera vieille fille. Les autres rattrapent à temps leurs larmes. Ils sentent qu'ils pleuraient tous et que chaque nouvelle source ferait jaillir une source voisine. Ils disent à mademoiselle, tu es bête, ce n'est rien. Pourquoi rien? C'était de la vie. Et nous ne pouvons pas savoir jusqu'où allait celle que nous venons de supprimer. Par pudeur, pour ne pas avouer que la mort d'un petit chien nous bouleverse, nous songeons aux êtres humains déjà perdus, à ce qu'on pourrait perdre, à tout ce qui est mystérieux, incompréhensible, noir et glacé. Le coupable se dit, je viens de commettre un assassinat par trahison. Il se lève et ose regarder sa victime. Plus tard, nous saurons qu'il a baisé le petit crâne chaud et doux de Dédèche. Ouvre-t-il ses yeux? Oui, mais des yeux vitreux, qui ne voient plus. Il est mort sans souffrir? Oh! J'en suis sûr. Sans se débattre? Il a seulement allongé sa patte au bord de la corbeille, comme s'il nous tendait encore une petite main. Le chat. Hein? Le mien ne mange pas les souris? Il n'aime pas ça. Il n'en attrape que pour jouer avec. Quand il a bien joué, il lui fait grâce de la vie, et il va rêver ailleurs,
l'innocent, assis dans la boucle de sa queue, la tête bien fermée comme un poing. Mais à cause des griffes, la souris est morte. 2. On lui dit, prends les souris et laisse les oiseaux. C'est bien subtil, et le chat le plus fin quelquefois se trompe. La vache. 1. Là de chercher, on a fini par ne pas lui donner de nom. Elle s'appelle simplement la vache et c'est le nom qui lui va le mieux. D'ailleurs, qu'importe, pourvu qu'elle mange. Or, l'herbe fraîche, le foin second, les légumes, le grain et même le pain et le sel, elle a tout à discrétion, et elle mange de tout le temps, 2 fois, puisqu'elle rumine. Dès qu'elle m'a vu, elle accourt d'un petit pas léger, en sabots fendus, la peau bien tirée sur ses pattes comme un bas blanc, elle arrive certaine que j'apporte quelque chose qui se mange. Et l'admirant chaque fois, je ne peux que lui dire, tiens, mange. Mais de ce qu'elle absorbe elle fait du lait et non de la graisse. À heure fixe, elle offre son pipelet et carré. Elle ne retient pas le lait. Il y a des vaches qui le retiennent. Généreusement, par ses 4 trayons élastiques, à peine pressés, elle vide sa fontaine. Elle ne remue ni le pied, ni la queue, mais de sa langue énorme et souple, elle s'amuse à lécher le dos de la servante. Quoiqu'elle vive seule, l'appétit l'empêche de s'ennuyer. Il est rare qu'elle beugle de regret au souvenir vague de son dernier veau. Mais elle aime les visites, accueillante avec ses cornes relevées sur le front, et ses lèvres friandées tout pan d'un fil d'eau et un brin d'herbe. Les hommes, qui ne craignent rien, flattent son ventre débordant. Les femmes, étonnées qu'une si grosse bête soit si douce, ne se défient plus que de ses caresses et font des rêves de bonheur. 2. Elle aime que je la gratte entre les cornes. Je recule un peu, parce qu'elle s'approche de plaisir, et la bonne grosse bête se laisse faire, jusqu'à ce que j'ai mis le pied dans sa bouse. La mort de Brunette. Philippe, qui me réveille, me dit qu'il s'est levé la nuit pour l'écouter et qu'elle avait le souffle calme. Mais, depuis ce matin, elle l'inquiète. Il lui donne du foin second et elle le laisse. Il offre un peu d'herbe fraîche, et Brunette, d'ordinaire si friande, y touche à peine. Elle ne regarde plus son veau et supporte mal ses coups de nez quand il se dresse sur ses pattes rigides, pour téter. Philippe les sépare et attache le veau loin de la mer. Brunette n'a pas l'air de s'en apercevoir. L'inquiétude de Philippe nous gagne tous. Les enfants même veulent se lever. Le vétérinaire arrive, examine Brunette et la fait sortir de l'écurie. Elle se cogne au mur et elle bute contre le pas de la porte. Elle tomberait. Il faut la rentrer. Elle est bien malade, dit le vétérinaire. Nous n'osons pas lui demander ce qu'elle a. Il craint une fièvre de lait, souvent fatale, surtout aux bonnes laitières, et se rappelant une à une celle qu'on croyait perdue et qu'il a sauvée, il écarte avec un pinceau, sur les reins de Brunette, le liquide d'une fiole. Il agira comme un vésicatoire, dit-il. J'en ignore la composition exacte. Ça vient de Paris. Si le mal ne gagne pas le cerveau, elle s'en tirera toute seule, sinon, j'emploierai la méthode de l'eau glacée. Elle étonne les paysans simples, mais je sais à qui je parle. Faites, monsieur. Brunette, couchée sur la paille, peut encore supporter le poids de sa tête. Elle cesse de ruminer. Elle semble retenir sa respiration pour mieux entendre ce qui se passe au fond d'elle. On l'enveloppe d'une couverture de laine, parce que les cornes et les oreilles se refroidissent. Jusqu'à ce que les oreilles tombent, dit Philippe, il y a de l'espoir. 2 fois elle essaie en vain de se mettre sur ses jambes. Elle souffle fort, par intervalles plus en plus espacés. Et voilà qu'elle laisse tomber sa tête sur son flanc gauche. Ça se gâte, dit Philippe accroupi et murmurant des douceurs. La tête se relève et se rabat sur le bord de la mangeoire, si pesamment que le choc sourd nous fait faire, oh. Nous bordons Brunette de tas de paille pour qu'elle ne s'assomme pas. Elle tend le cou et les pattes, elle s'allonge de toute sa longueur, comme au pré, par les temps orageux. Le vétérinaire se décide à la saignère. Il ne s'approche pas trop. Il est aussi savant qu'un autre, mais il passe pour moins hardi. Au premier coup du marteau de bois, la lancette glisse sur la veine. Après un coup mieux assuré, le sang jaillit dans le seau d'étain, que d'habitude le lait emplit jusqu'au bord. Pour arrêter le jet, le vétérinaire passe dans la veine une épingle d'acier. Puis, du front à la queue de Brunette soulagée, nous appliquons un drap mouillé d'eau de pluie et qu'on renouvelle fréquemment parce qu'il s'échauffe vite. Elle ne frissonne même pas. Philippe la tient ferme par les cornes et empêche la tête d'aller battre le flanc gauche. Brunette, comme domptée, ne bouge plus. On ne sait pas si elle va mieux ou si son état s'aggrave. Nous sommes tristes, mais la tristesse de Philippe est morne comme celle d'un animal qui en verrait souffrir un autre. Sa femme lui apporte sa soupe du matin qu'il mange sans appétit, sur un escabeau, et qu'il n'achève pas. C'est la fin, dit-il, Brunette enfle. Nous doutons d'abord, mais Philippe a dit vrai. Elle gonfle à vue d'œil, et ne se dégonfle pas, comme si l'air entré ne pouvait ressortir. La femme de Philippe demande, elle est morte? Tu ne le vois pas? Dit Philippe durement.
Madame Philippe sort dans la cour. Ce n'est pas près que j'aille en chercher une autre, dit Philippe. Une quoi? Une autre brunette. Vous irez quand je voudrai, dis-je d'une voix de maître qui m'étonne. Nous tâchons de nous faire croire que l'accident nous irrite plus qu'il ne nous peine, et déjà nous disons que Brunette est crevée. Mais le soir, j'ai rencontré le sonneur de l'église, et je ne sais pas ce qui m'a retenu de lui dire, tiens, voilà sens où, va sonner le glas de quelqu'un qui est mort dans ma maison. Le bœuf. 1. La porte s'ouvre ce matin, comme d'habitude, et Castor quitte, sans buter, l'écurie. Il boit à l'engorger sa part au fond de l'auge et laisse la part de Paul attarder. Puis, le mufle s'égouttant ainsi que l'arbre après l'inverse, il va de bonne volonté, avec ordre et pesanteur, se ranger à sa place ordinaire, sous le joug du chariot. Les cornes liées, la tête immobile, il fronce le ventre, chasse mollement de sa queue les mouches noires et, telle une servante sommeil, le balai à la main, il rumine en attendant Paul. Mais, par la cour, les domestiques affairés crient et jurent et le chien jappe comme à l'approche d'un étranger. Est-ce le sage Paul qui, pour la première fois, résiste à l'aiguillon, tournaille, heurte le flanc de Castor, fume, et, quoique attelé, tâche encore de secouer le joug commun? Non, c'est un autre. Castor, dépareillé, arrête ses mâchoires, quand il voit, près du sien, cet œil trouble de bœuf qu'il ne reconnaît pas. 2. Au soleil qui se couche, les bœufs traînent par le pré, appalant, la herse légère de leur ombre. Le taureau. 1. Le pêcheur à la ligne volante marche d'un pas léger au bord de l'Yonne et fait sautiller sur l'eau sa mouche verte. Les mouches vertes, il les attrape au tronc des peupliers polis par le frottement du bétail. Il jette sa ligne d'un coup second et tire d'autorité. Il s'imagine que chaque place nouvelle est la meilleure, et bientôt il la quitte, enjambe un échalier et de ce pré passe dans l'autre. Soudain, comme il traverse un grand pré que grille le soleil, il s'arrête. Là-bas, du milieu des vaches paisibles et couchées, le taureau vient de se lever pesamment. C'est un taureau fameux et sa taille étonne les passants sur la route. On l'admire à distance et, s'il ne l'a fait déjà, il pourrait lancer son homme au ciel, ainsi qu'une flèche, avec l'arc de ses cornes. Plus doux qu'un agneau tant qu'il veut, il se met tout à coup en fureur, quand ça le prend, et près de lui, on ne sait jamais ce qui arrivera. Le pêcheur l'observe obliquement. Si je fuis, pense-t-il, le taureau sera sur moi avant que je ne sorte du pré. Si, sans savoir nager, je plonge dans la rivière, je me noie. Si je fais le mort par terre, le taureau, dit-on, me flairera et ne me touchera pas. Est-ce bien sûr? Et, s'il ne s'en va plus, quelle angoisse! Mieux vaut feindre une indifférence trompeuse. Et le pêcheur à la ligne volante continue de pêcher, comme si le taureau était absent. Il espère ainsi lui donner le change. Sa nuque cuit sous son chapeau de paille. Il retient ses pieds qui brûlent de courir et les oblige à fouler l'herbe. Il a l'héroïsme de tremper dans l'eau sa mouche verte. D'ailleurs, qui le presse. Le taureau ne s'occupe pas de lui et reste avec les vaches. Il ne s'est mis debout que pour remuer, par lassitude, comme on s'étire. Il tourne vent du soir sa tête crépue. Il beugle par intervalles, l'œil à demi fermé. Il mugit de langueur et s'écoute mugir. 2. Les femmes le reconnaissent au poil frisé qu'il a sur le front. 3. Comme il me regarde. N'aie pas peur, Gloriette, il voit bien que tu as l'air d'une honnête femme. Les mouches d'eau. Il n'y a qu'un chêne au milieu du pré, et les bœufs occupent toute l'ombre de ses feuilles. La tête basse, ils font les cornes au soleil. Il serait bien, sans les mouches. Mais aujourd'hui, vraiment, elles dévorent. Âcres et nombreuses, les noires se collent par plaques du suie aux yeux, aux narines, au coin des lèvres eux-mêmes, et les vertes suçant de préférence la dernière écorchure. Quand un bœuf remue son tablier de cuir, ou frappe du sabot la terre sèche, le nuage de mouches se déplace avec murmure. On dirait qu'elle fermente. Il fait si chaud que les vieilles femmes, sur leur porte, flairent l'orage, et déjà elles plaisantent un peu, gare au bourdoudou. Disent-elles. Là-bas, un premier coup de lance lumineux perce le ciel, sans bruit. Une goutte de pluie tombe. Les bœufs, avertis, relèvent la tête, se meuvent jusqu'au bord du chêne et soufflent patiemment. Ils le savent, voici que les bonnes mouches viennent chasser les mauvaises. D'abord rares, une par une, puis serrées, tout ensemble, elles fondent, du sel déchiqueté, sur l'ennemi qui cède peu à peu, s'éclaircit, se disperse. Bientôt, d'une écamue à la queue inusable, les bœufs ruisselants ondulent d'aise sous les seins victorieux des mouches d'eau. La jument. C'est la rentrée générale des foins. Les granges se bourrent jusqu'aux tuiles fêtières. Les hommes et les femmes se dépêchent, parce que le temps menace et que, si la pluie tombait sur le foin coupé, il perdrait de sa valeur. Tous les chariots roulent. On charge l'un, tandis que les chevaux ramènent l'autre à la ferme. Il fait déjà nuit que le va-et-vient dure encore.
Une jument mère hennit dans ses brancards. Elle répond au poulain qui l'appelait et qui a passé la journée au pré sans boire. Elle sent que c'est la fin, qu'elle va le rejoindre et elle tire du collier comme si elle était sans l'atteler. Le chariot s'immobilise près du mur de la grange. On dételle, et la jument libre irait d'introduire à la barrière où le poulain tend le nez, si on ne l'arrêtait, parce qu'il faut qu'elle retourne chercher là-bas le dernier chariot. Le cheval. Il n'est pas beau, mon cheval. Il a trop de nœuds et de salières, les côtes plates, une queue de rat et des incisives d'anglaise. Mais il m'attendrit. Je n'en reviens pas qu'il reste à mon service et se laisse, sans révolte, tourner et retourner. Chaque fois que je l'attelle, je m'attends qu'il me dise « non » d'un signe brusque, et d'étale. Point. Il baisse et lève sa grosse tête comme pour remettre un chapeau d'aplomb, recule avec docilité entre les brancards. Aussi je ne lui ménage ni l'avoine ni le maïs. Je le brosse jusqu'à ce que le poil brille comme une cerise. Je peigne sa crinière, je tresse sa queue maigre. Je le flatte de la main et de la voix. J'éponge ses yeux, je cire ses pieds. Est-ce que ça le touche? On ne sait pas. Il pète. C'est surtout quand il me promène en voiture que je l'admire. Je le fouette et il accélère son allure. Je l'arrête et il m'arrête. Je tire la guide à gauche et il oblique à gauche, au lieu d'aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabot quelque part. Il me fait peur, il me fait honte et il me fait pitié. Est-ce qu'il ne va pas bientôt se réveiller de son demi-sommeil, et, prenant d'autorité ma place, me réduire à la sienne? À quoi pense-t-il? Il pète, pète, pète. L'âne. Tout lui est égal. Chaque matin, il voiture, d'un petit pas second et de rue de fonctionnaire, le facteur Jacot qui distribue au village les commissions faites en ville, les épices, le pain, la viande de boucherie, quelques journaux, une lettre. Cette tournée finie, Jacot et l'âne travaillent pour leur compte. La voiture sert de charrette. Ils vont ensemble à la vigne, au bois, aux pommes de terre. Ils ramènent tantôt des légumes, tantôt des balais verts, ça ou autre chose, selon le jour. Jacot ne cesse de dire « sans motif, comme il ronflerait. Parfois l'âne, à cause d'un chardon qu'il flaire, ou d'une idée qui le prend, ne marche plus. Jacot lui met un bras autour du cou et pousse. Si l'âne résiste, Jacot lui mord l'oreille. Il mange dans les fossés, le maître une croûte et des oignons, la bête ce qu'elle veut. Il ne rentre qu'à la nuit. Leurs ombres passent avec lenteur d'un arbre à l'autre. Subitement, le lac de silence où les choses bannies dorment déjà, seront bouleversées. Quelle ménagère tire, à 7 heures, pour un treuil rouillé et criard, des pleins seaux d'eau de son puits? C'est l'âne qui remonte et jette toute sa voix dehors et braie, jusqu'à extinction, qu'il s'en fiche, qu'il s'en fiche. 2. Le lapin devenu grand.